Ensuite, dans un second temps, vous parlez de l'exercice autour duquel nous sommes réunis, c'est-à-dire la mise à disposition de votre organisation d'un outil de réflexion que nous avons mené sur la vision de notre pays à l'horizon 2030. C'est-à-dire c'est de la prospective. Quel Mali à l'horizon 2030? Donc ça c'est l'exercice autour duquel nous nous retrouvons. Et ensuite donc nous vous passerons la parole si jamais il y a peut-être des questions de compréhension ou autres, et ensuite on fera juste la distribution symbolique. On a une centaine d'exemplaires de l'œuvre qui a été traduite en langue peul de manière écrite à destination de ceux qui lisent, évidemment, parce qu'on sait qu'au Mali on parle plus qu'on ne lit, mais on sait aussi que le savoir et la connaissance, c'est à travers la lecture que ça se transmet de la manière la plus sûre. C'est la raison pour laquelle on a fait cette traduction avec le partenaire du CERM, c'est-à-dire la Fondation Frédéric Ebert. Donc je disais que le CERM est une structure de réflexion. Les Anglais appellent think tank, d'autres disent think tank, c'est-à-dire une structure qui réfléchit, qui produit des idées et qui partage ces idées avec la collectivité. Mais ce n'est pas une structure de mise en œuvre. La mise en œuvre revenant aux acteurs qui ont la responsabilité de conduire la collectivité, c'est-à-dire les acteurs politiques, les dirigeants, les institutions. Nous avions constaté au début des années 2015 que notre pays était pauvre en réflexion, et notamment en réflexion pour ce qui concerne nos propres problèmes. Encore aujourd'hui, si vous regardez chaque fois qu'on parle du Mali à l'international, sur les plateaux télévisés, sur les concerts, des rencontres, c'est d'autres personnes qui parlent du Mali. Vous verrez un Américain spécialiste du Mali, un Algérien spécialiste du Mali ou un Sénégalais spécialiste du Mali, mais vous n'avez pas souvent des Maliens spécialistes du Mali. Ce qui nous a semblé, nous, personnellement, incongru. Mais ça, nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Parce que notre pays, depuis quelques années, nous avons arrêté ou nous avons réduit de réfléchir sur nos propres problèmes, sur la situation de notre pays, notamment la crise dans laquelle nous sommes depuis 2012. Vous n'avez pas dans le monde universitaire, dans le monde de la société civile, des gens qui écrivent, des gens qui réfléchissent, des gens qui pensent, des gens qui proposent. Et quand vous avez un pays qui ne réfléchit pas suffisamment, ou qui ne pense pas suffisamment, mais il ne faut pas être étonné que ce pays soit englué. Parce que l'homme, c'est fondamentalement l'esprit, c'est la réflexion, c'est la pensée. Et donc nous avons voulu modestement travailler sur ce segment de la réflexion et des études en créant cette structure. On l'a créée en 2015. Nous étions deux à l'origine, le ministre Ousmane Sy qui est le président du CERN. C'est lui qui préside encore l'organisation. Et moi-même, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont venues ensuite, mais nous étions deux à l'origine et nous avons lancé le CERN. Notre objectif, c'est, comme je l'ai dit, de réfléchir, de penser, et notamment en rapport avec la crise malienne, de voir les racines, les éléments les moins visibles de notre crise, d'essayer de les analyser et de proposer des solutions à destination des décideurs, à destination du monde universitaire, de la société civile, des acteurs politiques, pour que eux, au moment où ils mettent en œuvre, au moment où ils conduisent le pays, qu'ils puissent en inspirer. Nous sommes vraiment exclusivement présents sur le segment de la réflexion. La mise en œuvre appartient à d'autres. Moi-même, je suis un leader politique avec une autre casquette. Et je pense que c'est à ce monde-là et aux décideurs d'être dans l'action. Nous devrons avoir des gens qui sont uniquement dans la réflexion et dans la pensée. Ça, c'est la vocation principale du CERN. Le centre, depuis qu'il a été créé en 2015, il a fait du chemin. Ça fait 4 ans.
qu'il existe, un peu moins de 4 ans. Et en matière de réflexion, nous avons organisé beaucoup d'activités, comme je l'ai dit, en rapport avec la crise, les questions de sécurité, les questions de gouvernance, les questions institutionnelles. Nous avons organisé une dizaine de colloques ces 4 dernières années. Le premier des colloques, je me rappelle, c'était l'accord de paix, parce que c'était vraiment le moment de l'accord de paix, et notamment le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord de paix. On a organisé des colloques là-dessus, on a parlé de corruption, de laïcité, on a parlé des réformes institutionnelles, on a parlé de beaucoup de choses ces dernières années. Donc il y a eu des colloques qui ont été organisés. Nous avons aussi au niveau du CERM des conférences-débats qui sont un format un peu plus léger que les colloques, qui sont dédiés au grand public et qui sont organisés sur un certain nombre de thématiques qui a eu lieu. Je crois qu'il y a eu aussi quelques conférences débats, 5 ou 6 conférences débats. Après, il y a des travaux un peu plus approfondis. Nous avons depuis 2 ans et demi constitué des groupes thématiques pour réfléchir sur l'économie malienne. L'économie malienne à travers la fiscalité. Notre ami Diko qui est un éminent fiscaliste. L'économie malienne à travers l'industrialisation, à travers la contribution de l'agriculture au développement du pays et à travers la problématique des ressources humaines. On a créé des panels qui, pendant 2 ans, ont organisé des activités thématiques, des groupes thématiques, ont réfléchi et ont maintenant produit des livres blancs sur chacun de ces domaines. Et nous allons là aussi les transmettre aux décideurs pour leur dire il y a des personnes expérimentées qui sont de ces domaines-là, qui ont réfléchi pendant 2 ans, qui ont travaillé et qui ont produit des documents à votre destination. Maintenant, à vous d'en faire le meilleur usage possible ou de ne pas en faire d'usage du tout, comme ça arrive de temps en temps dans nos pays. En tout cas, nous, on estime qu'on a fait notre part du travail en réfléchissant et en proposant. Nous avons engagé un partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert. Au bout de quelques mois de fonctionnement, cette fondation nous a rencontrés et a souhaité collaborer avec nous sur le long terme. Et nous avons engagé beaucoup d'activités de réflexion, beaucoup d'activités dans le cadre de nos objectifs avec la Fondation Friedrich Ebert. Et l'exercice autour duquel nous nous trouvons figure d'ailleurs au cœur de notre collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert. C'est que nous avons estimé, là aussi, comme je l'ai dit, penser, réfléchir, oui. Anticiper, oui. Nous avons à un moment déterminé constaté qu'au Mali, la prospective n'était pas vraiment dans nos habitudes. Il y a eu en 1997 un exercice inédit en la matière. C'était du temps de Alpha Omar Konaré. Il y a eu l'étude Mali 2025, où en 1997, on s'est projeté sur 2025, disant quelle évolution possible pour notre pays à l'horizon 2025. Et quand on regarde d'ailleurs cette étude 2025, on se rend compte que les scénarios qui ont été présentés, nous nous trouvons actuellement dans le pire des scénarios qui avaient été déjà esquissés en 1997. Donc nous vivons le pire. Nous avons à peu près repris le même exercice avec la Fondation Friedrich Ebert. Nous avons constitué un groupe représentatif des diversités maliennes, société civile, groupes communautaires, acteurs économiques, leaders politiques, éléments des forces armées et de sécurité. On a une trentaine de personnes que nous avons sélectionnées et on a organisé une retraite pendant 1 semaine de cette trentaine de personnes à Ségou. Et on leur a demandé de réfléchir sur comment on voit le Mali à l'horizon 2030. Et ces réflexions se retrouvent dans ce document. Dans ce document, vous verrez, on a esquissé 4 scénarios.
Le premier étant l'idéal, c'est-à-dire le Mali qui sort des difficultés, le Mali qui est en progrès, qui est vers l'émergence, avec une réconciliation avec les communautés qui se donnent les mains et avec une bonne gouvernance. Ça, c'est l'idéal. Le dernier cas de figure, ça, c'est la pire. Ça, c'est le Mali dans le chaos. Pays qui explose, pays où il y a un démantèlement intérieur, on dirait même qu'il implose, parce que s'il y a quelque chose qui se passe, qui risque de se passer dans notre pays, que Dieu nous en garde, c'est plutôt une implosion. Avec guerre civile, avec des déchirements à tous les niveaux. Et entre les deux hypothèses, la première hypothèse étant la moyenne positive, et la deuxième hypothèse étant la moyenne négative. Et comme j'ai l'habitude de dire, si on me dit aujourd'hui dans quel cas, je dirais on est plutôt dans la moyenne négative. Dire un pas en avant, deux pas en arrière, le corps social qui se délite doucement mais sûrement, avec le risque qu'on aille vers le scénario catastrophe, si on ne fait pas attention. Ça, c'est aujourd'hui, je pense que la situation du Mali, c'est à peu près ça. L'objectif de ce document, c'est de le faire partager par le maximum de nos compatriotes. Avec la Fondation, nous avons d'abord engagé un exercice de vulgarisation. Ça, c'est une phase de l'exercice de vulgarisation, mais il y a d'autres phases. Nous sommes en train d'élaborer des bandes audio du travail. Parce que les Maliens, on est plus audio qu'écrit. Et nous allons le diffuser à travers les radios communautaires dans tout le pays. Et la bande audio, on l'élabore avec les différentes langues, dans les différentes langues du pays, exactement comme on est en train de le faire de manière écrite. Il y a eu des restitutions qui ont été faites à Bamako et dans certaines régions du sud. On est en train de s'organiser pour en faire aussi au nord et dans toutes les régions du pays. Et il y a cette variante, c'est de rendre le document écrit. On l'a fait en français. Et ensuite, maintenant, de le traduire dans certaines langues nationales. Pour l'instant, je crois que c'est 4 langues nationales qui ont été retenues. Le Bambara, le Peul, l'arabe et le Tamashek. Ça, c'est les 4 langues qui ont été retenues. On espère, avec notre partenaire, de pouvoir le faire dans toutes les autres langues nationales en écrit. Et en oral aussi, de le faire dans toutes les langues nationales et de vraiment vulgariser. L'objectif de la vulgarisation, c'est de sensibiliser nos compatriotes sur les différents cas de figure dans lesquels le pays peut se retrouver et que chacun intériorise ces situations en essayant de se situer lui-même dans ces scénarios et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit dans le meilleur des cas. Parce que si on arrive à ça, on aura rempli notre objectif. Parce qu'évidemment, le Mali sera ce que les Maliens en feront. On ne construira pas le Mali sans les Maliens. On ne sortira pas de la crise sans les Maliens. Et notamment sans une société malienne fortement impliquée sur l'ensemble des segments de la vie nationale. La société malienne, c'est celle qui fait qu'on tient encore aujourd'hui. Mais elle est en train d'être entaillée dans ses grandes largeurs à différents niveaux. Mais l'État malien est beaucoup plus en situation de décrépitude que la société malienne. Et c'est la société qui fait qu'on tient encore. Donc c'est par la société que nous allons nous en sortir. Et la société, ce sont les communautés, c'est nous tous. Il faut que chacun vraiment se sente impliqué dans cette question-là. Donc voilà à peu près là où nous en sommes. Le CERN, je vous en ai parlé, la structure, son évolution, les différents exercices que nous avons conduits, cet exercice en particulier sur les prospectives. Il y a un autre exercice effectivement qui est important et que j'avais oublié dans ma présentation. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire avec les universités maliennes. Nous sommes en train de travailler à rapprocher le monde universitaire du monde de l'entreprise. On va bientôt signer, normalement la semaine prochaine, des conventions entre le patronat malien et les universités. Parce que nous disons tous, les programmes des universités ne sont pas adaptés au marché de l'emploi. Tout le monde le dit, mais personne ne bouge. Donc nous avons voulu, sans aller au niveau de l'État, que les acteurs concernés eux-mêmes se mettent ensemble
et il travaille pour que les programmes universitaires puissent être corrigés en fonction des souhaits de l'emploi. Qu'il y ait beaucoup plus de passerelles entre les universités et le patronat, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de la collaboration. Et donc le CERN va travailler sur ça et on va arriver après 2 ans d'efforts à la signature de conventions entre les différentes universités et le patronat malien. Ça sera aussi un peu à l'actif de cette structure qu'est le CERN. Et évidemment, nous serons heureux de vous accueillir au sein du CERN. Toute personne qui a des idées à faire valoir est la bienvenue. Quand nous avons lancé l'organisation, la question de l'adhésion s'est posée. C'est une organisation qui est sur un segment très petit. Et donc, ses membres doivent être des gens qui soient en mesure d'apporter quelque chose par rapport à ça. Donc, on a ouvert l'adhésion à toute personne qui a des idées à faire valoir. L'adhésion n'est pas liée à un niveau intellectuel quelconque. Parce que la question des idées, la question de la réflexion, la question de la pensée n'a pas grand-chose à voir avec le niveau académique. Nous avons des personnes qui pensent avec efficacité sans être allées un seul jour à l'école. Donc nous serons vraiment heureux que l'organisation Tapital Pulako et le CERN puissent engager des actions de réflexion, de collaboration, notamment sur la crise et ce qui est en train de se passer au centre. Parce que nous avons régulièrement dit ce qui est en train de se passer au centre, la solution elle ne peut pas être militaire, elle ne peut pas être sécuritaire. Toute personne qui voudra mettre des éléments de l'armée supplémentaires dans cette zone créera des problèmes supplémentaires. Donc comment réfléchir pour des approches qui soient efficaces, innovantes, pertinentes? Nous sommes preneurs. C'est un rapport clairement avec la crise, c'est un rapport clairement avec l'avenir de notre pays. Et je suis sûr que vous y avez aussi réfléchi et pensé. Donc ce sont des axes de collaboration que nous pouvons avoir ensemble. Essayer de voir dans quelle mesure on peut poser des jalons de ce partenariat dans ce domaine-là. Voilà, Président, Madame, Messieurs, responsables de l'organisation Tapital Pulako, c'est que nous étions venus vous dire cet après-midi. Et on vous remercie pour l'accueil et pour tout ce que vous faites quotidien pour le pays. L'ancien Premier ministre appartient à un centre d'études et de réflexion qui travaille, qui réfléchit sur la situation du Mali. Donc il était venu présenter à Tapital Pulako les résultats de leurs réflexions. Et ça me fait énormément plaisir parce que cette fois-ci, les résultats des réflexions que nous recevons sont amples. Ça nous permettra non seulement de l'exploiter ici au niveau du siège, mais aussi de faire profiter tous nos membres qui sont intéressés à la promotion de la langue et de la culture peul. C'est une œuvre assez importante qui fait l'état des lieux de la situation actuelle du Mali et qui se projette sur une longue période, notamment jusqu'à 2030, et qui ressort non seulement des questions économiques, des questions politiques, et nous ne doutons pas que les personnalités qui sont autour de M. le Premier ministre vont nous proposer un excellent document. Donc c'est seulement la cérémonie de remise du fruit de leur réflexion que nous allons exploiter au niveau du siège et diffuser au niveau de nos démembrements. Je vous remercie. Merci.